Amis du Club du Mercredi, bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien proposé durant la quarantaine, ce qu'on a appelé la playlist de la quarantaine, durant ce deuxième confinement. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marc Rameau, que je vais vous présenter dans un instant. Saluons-le avant. Bonjour Marc. Bonjour Maxime et bonjour aux souverainistes et patriotes du Club du Mercredi. Merci pour eux, Marc. Nous sommes dans une période assez compliquée pour nous. L'actualité va très vite. Aussi, cet entretien sera très rapidement en ligne. Et l'actualité va vite, notamment parce que, d'une part, nous sommes contraints de subir un nouveau confinement. Ça ne sera pas forcément l'objet principal de notre entretien aujourd'hui, mais surtout, il se passe des choses aux États-Unis. Il se passe beaucoup plus de choses qu'on ne l'attendait. On ne pensait pas que l'actualité serait si chargée outre-Atlantique. Et donc, on va commencer par décrypter tout ça ensemble. Marc, avant de te céder la parole, je rappelle un petit peu ton parcours aux gens et ce pourquoi j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui. Tu es homme d'entreprise, tu es économiste, tu as la particularité au sein du camp souverainiste français d'aborder le souverainisme, la question du capitalisme, la question libérale d'une façon tout à fait, je vais dire, presque inédite, très innovante pour Inhabituel, nous, atypique chez les inhabituelle. souverainistes. Voilà, absolument. Donc, on va faire un point là-dessus. Tu vas pouvoir nous détailler ta pensée politique ensuite. Tu travailles avec l'association des 4 piliers et tu as écrit ton dernier livre, si je ne m'abuse, qui s'appelle Le Tao de l'économie. Peut-être l'as-tu à portée de main pour nous le montrer? Ah bah Le voilà, voici. fantastique, fantastique. Le Tao de l'économie. OK. Aujourd'hui, on te suit sur Facebook où tu publies très régulièrement sous ton nom Marc Rameau. On peut te suivre également sur un blog qui s'appelle Le Troisième Homme, c'est ça? Exactement. Il est plus tellement en activité, mais bon, j'invite tout de même les amis du Club du Mercredi à le regarder. Vous tapez Marc Rameau, le troisième homme, vous me retrouverez rapidement. Il est plus tellement actualisé, mais il y a des articles qui intéresseront, je pense, tous les souverainistes. Et sinon, on te lit dans Le Figaro, dans Causeur? Absolument. Donc, vous retrouverez ma trace dans le Figaro Vox assez souvent, dans Causeur, dans un certain nombre aussi d'articles de la presse économique. OK. Bon, bah écoute, je pense qu'on est bon. On a fait un point que tu veux préciser sur ton identité ou on avance? Juste, je suis effectivement dans une grande entreprise industrielle française, directeur de projet de haute technologie. On va pas du Ah tout oui. parler de haute technologie aujourd'hui, je vous rassure. Par contre, c'est un lien avec l'économie et avec les rapports entre économie et souverainisme. Intéressant pour nos éditeurs. Autant on avait Olivier Piacentini mardi, et je vous invite à aller voir l'entretien qui, lui, travaille avec des indépendants et des très petites entreprises. Autant là, on est en compagnie de quelqu'un qui est au sein d'un grand groupe industriel et qui aura une vision qui sera un petit peu plus, qui sera différente aussi de ce point de vue professionnel. Donc voilà, allez, on avance, on laisse ça pour tout à l'heure. Marc, très vite, qu'est-ce qui est en train de se jouer aux États-Unis là? Biden a gagné ou pas? Biden n'a pas encore gagné. Il est malheureusement en bonne voie de le faire, c'est-à-dire si on regarde le décompte, en tout cas de ce qui est affiché des votes, c'est ce qui est en train de se passer. Par contre, c'est un décompte qui est fait dans des conditions épouvantables. En fait, il est en train de se passer quelque chose de très grave aux États-Unis. On est dans une situation de fraude massive sur les bulletins de vote par correspondance. Je pense que les démocrates ne se rendent pas compte à quel point ce qu'ils font est grave, c'est-à-dire qu'on s'achemine vers une crise institutionnelle majeure du fait que cette élection est volée. Elle va aboutir à une fraude. Moi-même, je suis statisticien de formation et j'ai suivi minute par minute, heure par heure ce qui s'est passé lors de la nuit électorale. Et sur le Michigan et le Wisconsin, on est passé d'une avance de Trump de 3-4% avec près de 90% des votes dépouillés à tout de suite une inversion en faveur de Biden qui avait rattrapé ce retard et qui a maintenant une avance sur ces États. Statistiquement, ça n'est possible que si les votes restants, il y a un score quasi soviétique du côté de Biden. Donc il y a une fraude qui est évidente. Il y a un très bon article dans Le Figaro, donc c'est pas un obscur opuscule, qui est paru la veille des élections, le 2 septembre, que je poste d'ailleurs sur Facebook. J'invite vraiment les souverainistes du Club du Mercredi à le lire parce qu'il explique très bien comment on peut frauder sur les votes par correspondance. Et là, il y a une fraude qui est évidente. Et Donc concrètement, on s'achemine. pardonne-moi, mais Oui. concrètement, comment ça se passe la fraude? Parce que tous les médias nous avaient prévenus finalement,
dès la soirée électorale et même dans les quelques heures qui la précédaient, vous allez voir les votes par correspondance. De toute façon, il n'y a pas à discuter, c'est pour Biden. Voilà, on le sait, on les a pas encore dépouillés, mais on sait que c'est pour Biden. Donc Hmm. peut-être vous allez, bon, peut-être Trump il va en avoir quelques-uns, on ne sait pas, on verra. Et c'est dans le Wisconsin, 100% des votes par correspondance en faveur de Biden, c'est ça? Alors pas 100%. Bon, il y a des informations qui circulent de 100%. C'est peut-être pas vrai, mais de toute façon, je vous invite vraiment à lire l'article du Figaro. Il y a des tas de méthodes, hein. Donc, il y en a déjà où on fait voter des morts, des sans-abri, etc., hein, des choses Hmm. qu'on connaît aussi en France. Vous avez des techniques où simplement on va, à la place de quelqu'un, redécoller une enveloppe et puis mettre un bulletin. Vous avez aussi des votes par correspondance dans des régions dont on sait qu'elles sont très favorables à Trump, donc toutes les régions un petit peu décentralisées, celles qui sont loin des grandes agglomérations. Donc dans ces cas-là, on jette tout simplement le paquet d'enveloppes. Il y a quelques votes démocrates qui sont perdus au passage, mais on sait que statistiquement, il y aura beaucoup plus de votes républicains qui vont passer à la trappe. Parce qu'il est faux de penser que le vote par correspondance est réservé aux électeurs démocrates. Les électeurs républicains en font aussi, de manière moindre, mais ça n'explique pas ce retournement de dernière minute sur ces deux États clés qui font que l'élection est en train de basculer du côté de Biden. Donc, crise institutionnelle majeure, probablement un recours vers la Cour suprême. Ça va prendre des jours, peut-être des semaines. Et probablement aussi quelque chose qui va être pas loin de la guerre civile, parce qu'évidemment, l'électorat populaire va être complètement dégoûté de la démocratie. Donc, les démocrates sont en train de créer une fracture majeure avec cette élection volée. Alors, ce qui me semble assez inquiétant, au regard des rumeurs qui circulent, des vidéos qu'on peut trouver sur les divers réseaux sociaux, c'est que, bon, on peut avoir des soupçons assez légitimes de fraude organisée par le Parti démocrate. Mais pire que ça, j'ai l'impression que certains fraudent de leur propre initiative, des gens qui décomptent des bulletins de vote, enfin il y a des vidéos qui circulent de personnes qui brûlent des bulletins, qui les abandonnent sur le bord Mmh. des routes, et là, on ne peut pas se dire, tiens, c'est des consignes qui sont passées par le Parti démocrate. D'autant plus qu'on voit le candidat du Parti démocrate, je ne suis pas sûr qu'il ait la santé mentale nécessaire pour passer une quelconque consigne de cette envergure. Mais c'est inquiétant parce que d'une part, tu as une structure nationale qui potentiellement triche, mais en plus, tu as des gens qui, de leur propre initiative, trichent. Et là, pour le coup, la triche du citoyen lui-même, ça ne va pas être passable en cours de justice, ça ne sera pas résorbable. Ça va être, je sais pas, moi, c'est un point qui m'inquiète énormément, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. C'est pour ça que juridiquement, ce sera effectivement extrêmement dur à démontrer. De même que si un paquet de votes a été tout simplement laissé à l'abandon et jeté, ce sera extrêmement difficile de le retrouver. Ce n'est pas un décompte de voix qui va permettre de redresser la barre. Après, il y a un autre axe, évidemment, c'est de dire on ne doit pas prendre en compte des votes par correspondance qui sont arrivés longtemps après la date du 3. Donc, normalement, ils sont censés être arrivés avant. Il y a eu aussi pas mal de fraudes sur des bulletins qui sont arrivés très tardivement, au-delà d'une heure limite. Mais je suis pessimiste également sur les possibilités juridiques et institutionnelles de redresser le tir. Donc le mal est fait et il va provoquer des fractures et des blessures très profondes dans la société américaine. Aujourd'hui, État par État, on en est où? La Géorgie est pour l'instant pour Donald Trump, mais va potentiellement basculer pour Joe Biden. Ça, bon, on peut encore espérer que la Géorgie reste dans le camp de Trump. En fait, malheureusement, Trump, avec la Caroline du Nord, la Géorgie et avec la Pennsylvanie, avait une réserve de grands électeurs assez importante. Il a encore l'Alaska. Mais par contre, ce ne sera pas suffisant pour atteindre les 270. Il aurait fallu qu'il ait justement le Michigan ou le Wisconsin qui étaient acquis. Et à cette époque, dans la nuit, j'avais posté en disant c'est bon, puisque avec Michigan ou Wisconsin, plus les trois États que je viens citer, ça passe. Il y a encore une incertitude sur le Nevada parce que c'est pareil, il y a eu des irrégularités qui ont été constatées. Il y a eu quelques centaines de milliers de votes qui ont été oubliés, comme par hasard, c'était d'ailleurs dans des fiefs, dans des comtés qui sont proches du Parti républicain. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qui se passe en Arizona. L'Arizona qui a été donné pour Joe Biden par tous les médias et qui, là, est passé en… Bon, il y a une grosse zone de doute et voir, et les partisans de Trump, en tout cas, disaient ça tout à l'heure lorsque je regardais, les partisans de Trump sont de plus en plus convaincus qu'ils vont gagner l'Arizona. Là, ça change quand même le jeu parce que Biden perd 11 grands électeurs sur les Oui, projections et à ce moment-là, c'est Trump qui prend la main.
Ce n'est effectivement pas encore joué. En tous les cas, quel que soit le scénario, et j'espère que finalement justice fera foi, quel que soit le scénario, il y a eu de façon patente l'organisation d'une fraude. Donc ça laissera des traces durables dans la société américaine et ça montre à quel point, jusqu'à quelles extrémités le camp du bien, les démocrates, les partis mainstream et les voix mainstream sont capables d'aller. C'est pas d'ailleurs inenvisageable que même certains républicains qui n'aiment pas Trump aient pu les aider. Quand vous considérez que vous défendez le bien et que les autres sont le mal, vous vous autorisez n'importe quoi, donc y compris les choses qui moralement sont les Mm. plus insupportables. C'est le réflexe de n'importe quel esprit totalitaire finalement. Oui, parce qu'on rappellera que les polémiques qui entouraient Donald Trump sur une éventuelle participation, on ne sait pas, mais machin, mais possible que Poutine ait fait quelque chose, une éventuelle participation de la Russie était bien plus relayée par les médias à l'époque et ça ne reposait sur rien. Là, on a des cas pratiquement avérés de fraude. Les médias américains en parlent déjà peu. Les médias occidentaux, qui plus est les médias français, n'en parlons pas. Ils ont encore brillé par leur Mmh. unanimisme et leur soutien inconditionnel à Joe Biden. Voilà, on se retrouve dans une situation, cette année 2020 est vraiment passionnante. Là aussi, on va certainement atteindre un point de rupture au sein des diverses sociétés. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, ne le perdez pas de vue, hein, chers auditeurs, ce qui se passe aux États-Unis, c'est toujours une préfiguration de ce qui va se passer derrière en Europe. Si on accepte la fraude en cours pour les démocrates aux États-Unis, potentiellement, ces méthodes de fraude-là seront ensuite importées en France. Et entre nous, avec le coronavirus, il suffit qu'on vous dise les régionales, on va les faire par correspondance parce que vous restez chez vous, c'est plus simple. C'est pas encore sur le tapis, mais peut-être que ça arrivera un jour ou par vote électronique. Et là, ça sera jamais qu'une répétition de ce qui pourrait se passer en 2022. Donc, soyons très attentifs à ce qui se passe là-bas. Dire simplement j'aime bien Joe Biden parce que Yann Barthès m'a dit de l'aimer et puis Donald Trump, il a la peau orange, donc il faut que Joe Biden soit élu. S'en tenir à ce discours-là, c'est pas suffisant. Ou alors on se perd, ou alors on parle pas. Ouais. Hein, d'accord. Donc on pousse un petit peu plus loin la Et réflexion. tout à fait, les conséquences de toute façon vont être considérables. Je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi les démocrates en sont venus à de telles extrémités. Bon, mon analyse, c'est qu'en fait, ils sont aux abois pour deux raisons. D'abord, ils sont de plus en plus débordés par une aile communautariste islamo-gauchiste, exactement comme la gauche en France actuellement, qui peut effectivement faire tout un tas de mines et dire oui, oui, non, c'est inadmissible, toutes ces atteintes, etc., mais qui finalement a fait le lead du communautarisme et des différentes revendications plus ou moins instrumentées par les frères musulmans en sous-main. Et puis je crois que les démocrates ont besoin absolument de reprendre la main sur certains leviers du pouvoir parce qu'ils sont embourbés jusqu'au cou dans l'affaire Epstein. Donc c'est la pression à la fois de cette aile d'extrême gauche qu'on a vue à l'œuvre de manière extrêmement violente récemment et de l'affaire Epstein qui font qu'ils tentent le tout pour le tout et qu'ils en viennent à ces mesures extrêmes. Ok, bon bah écoute, on va être en attente de nouvelles provenant des États-Unis. Peut-être qu'au Mmh. moment où cet entretien sera en ligne, au moment où, chers auditeurs, vous allez le regarder, peut-être qu'une partie de notre analyse sera déjà dépassée par la réalité. Bon, du fait du Je le décalage souhaite, horaire, je le souhaite. bah, oui, si ça va, Dans le bon sens. si ça va dans le bon sens. Du fait du décalage horaire, c'est pas certain. Donc voilà, on verra ce qui se passe. Abordons un petit peu la question française cette fois et notamment la question qui nous concernait en vue du 10 octobre, qui était le souverainisme. Tu le sais, j'organisais, tu es bien placé pour le savoir, j'organisais un rassemblement souverainiste aux alentours de Nancy. L'idée, c'était de permettre à chacune des philosophies en lien, à chacun de ces représentants de ces philosophies en lien avec le souverainisme, de dialoguer ensemble et pourquoi pas de trouver une base commune ou du moins de commencer à travailler ensemble. Et toi, c'est vrai que j'avais souhaité t'inviter parce que tu as une conception tout à fait particulière. Marc, il y a quelque chose qui me dépasse complètement, c'est que tu conjugues souverainisme et économie de marché. Alors là, dans notre Mmh. milieu, c'est vraiment quelque chose, cette espèce de duo improbable là que tu mets en place. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Instinctivement, on est pour le souverainisme, contre l'économie de marché, parce qu'on considère que c'est justement ce qui fait du mal au souverainisme. Comment tu conjugues les deux? Dis-nous en plus.
Donc effectivement, ce qui a l'air d'être un paradoxe, presque une provocation, hein, quand j'arrive dans les milieux souverainistes en disant ben, moi je défends l'économie de marché, je suis même quelqu'un, je me définis comme libéral, hein, je n'ai pas de honte à le dire. Alors vous avez des gens comme Charles Gave, hein, par exemple, qui ont un petit peu ces deux orientations. Je peux C'est le dire seul. que ça vous donne une petite idée. Oui, c'est le seul. Enfin, il y en a encore quelques-uns. Et Quatre Piliers, c'est tout de même un parti qui rassemble des gens qui ont cette orientation. C'est-à-dire, nous sommes très souverainistes et patriotes, mais nous sommes des gens, souvent d'ailleurs des gens issus de l'entreprise, qui défendons l'économie de marché. Alors vous allez me dire, mais c'est abominable. C'est effectivement l'économie de marché ou le libéralisme, c'est la mondialisation. Ce sont les gestionnaires qui ont abouti à ce qu'on réduise le nombre de lits d'hôpitaux, le nombre de policiers, avec tous les effets qu'on connaît aujourd'hui. Ça va être aussi le monde de la finance, dont on sait qu'il sape finalement l'économie réelle et qui réduit quand même énormément de ménages de plus en plus à la paupérisation. Donc, comment est-ce que tout ça est conciliable? Alors déjà, je voudrais dire une première chose, parce que le titre de notre conférence, c'est souverainisme et réalisme économique. Ah, il y a une chose dans le souverainisme que j'aime bien, c'est cette attitude un petit peu virile de dire bon bah on renverse la table, c'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser dicter notre attitude, notre politique par les gnomes de Francfort. Donc effectivement, les forces de marché, on va les envoyer balader, comme disait Bernanos, hein, par rapport au titre que j'ai proposé. Le réalisme, c'est le bon sens des salauds. Comme je suis un grand admirateur de Bernanos, je trouve que c'est très vrai et je trouve qu'il faut cultiver cette attitude de volontarisme, cette attitude finalement très, très affirmée de pouvoir envoyer balader tout ce qui aujourd'hui, effectivement, mine nos sociétés. On sent bien qu'il y a un problème vis-à-vis du mondialisme et vis-à-vis de ce que l'économie de marché fait agir aujourd'hui sur la société française. Maintenant, tout ça c'est très bien. Je m'adresse aussi à des gens qui connaissent le monde du travail, qui peuvent travailler aussi en entreprise. On sait que c'est pas si simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des belles qualités que l'on va retrouver dans l'entreprise, des qualités d'engagement, des qualités d'esprit de responsabilité. Et puis c'est bien de savoir renverser la table à certains moments, mais si on ne sait faire que ça, eh bien, ça tourne un petit peu à la bravade, à la tartarinade. Et finalement, être fort, savoir qu'on a quelque chose dans le ventre, est-ce que c'est uniquement avoir ces mouvements d'humeur ou est-ce que c'est humblement, patiemment savoir aussi dire, OK, quelle est ta stratégie en tenant compte du fait que tu as aussi des pays extérieurs, qu'est-ce que tu vas mettre en place combien d'hommes, combien d'argent est-ce que tu es prêt à y investir? Comment est-ce que tu vas finalement t'organiser? Et c'est peut-être ça qui va être le test de ta véritable sincérité ou attachement à quelque chose. Donc, bien entendu, il y a trois choses, il y a trois ornières dans lesquelles le libéralisme ou l'économie de marché doit éviter de tomber. Le premier, c'est la mondialisation. C'est le fait que dans une dérégulation complète, et l'économie européenne, ce que la Commission européenne est en train de mettre en place depuis des années, c'en est la parfaite illustration. Ça, il faut complètement s'en départir, y compris, et je vais m'expliquer, quand on défend l'économie de marché. On va voir que quand on applique de véritables principes d'entrepreneur, ce que fait la Commission européenne est une catastrophe. Il faut se départir aussi du monde de la finance, qui est devenu complètement fou et qui est devenu aussi l'ennemi de l'esprit d'entreprise. Et il faut se départir d'une certaine logique gestionnaire. Je vais m'expliquer sur ces trois points. Le premier point, la mondialisation. La mondialisation, ça c'est l'application du libéralisme, hein, libre-échange. Adam Smith, la main invisible. Vous échangez des biens, il ne faut surtout pas intervenir parce que la fixation des prix sera beaucoup plus optimale de cette façon. Alors ça, c'est un schéma, effectivement, dans la The Wealth of Nations qui marche très bien quand vous échangez des pommes de terre, des boulons. C'est-à-dire, selon la théorie d'Adam Smith, quand c'est purement des échanges commerciaux. Et effectivement, il vaut mieux ne pas intervenir parce que la fixation des prix est beaucoup plus efficace que n'importe quelle planification. Quand vous commencez à faire des biens manufacturés, des biens avec beaucoup plus de valeur ajoutée, les choses se compliquent beaucoup plus. On apprend dans n'importe quel cours d'économie ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. David Ricardo, un grand économiste, nous disait vous avez intérêt à ouvrir les frontières parce que si vous ouvrez les frontières, on va profiter des taux de productivité entre deux pays. Ils donnent l'exemple de l'Angleterre et du Portugal. Et ils disent il y en a un qui peut être plus compétitif sur le textile et l'autre sur la production de vin, et chacun va profiter du taux de productivité plus élevé de l'autre.
C'est même plus fort que ça parce que dans son exemple, initialement, l'Angleterre était moins productive que le Portugal sur ces 2 points et ils ont quand même intérêt à ouvrir les frontières parce qu'ils sont marginalement plus productifs sur l'une des 2 industries. Alors tout le monde dit ben oui, c'est très bien et c'est même mathématique, ça montre les bienfaits du libre-échange et de l'ouverture des frontières. Sauf que personne ne remarque l'autre moitié de Ricardo et qui est indispensable. C'est que pour que ça marche, il faut que chaque pays possède une compétence propre, des points forts, des points sur lesquels il se différencie. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que toutes les économies fortes, les États-Unis actuellement, la Chine, emploient une recette qui est bien connue, c'est qu'ils sont libre-échangistes sur les biens de consommation, les simples biens de consommation, mais ils sont très protectionnistes sur leur savoir et sur leur savoir-faire. Donc les savoirs à haute valeur ajoutée, je suis responsable en haute technologie, donc il s'agit plutôt de ces choses-là, ou bien l'industrie des services, typiquement par exemple sur un produit à haute valeur ajoutée, produit manufacturé, l'après-vente. Donc c'est tout un mode dans lequel vous avez intérêt à conserver un certain avantage et un secret de fabrication qui vous est propre. Donc les États-Unis, qui se veulent souvent les grands chantres du libre-échange, ils ne sont pas du tout libre-échangistes concernant leur savoir et leur savoir-faire. C'est un des pays les plus protectionnistes au monde. Vous pourrez vous référer, bon, dans mon livre, je rappelle ce que sont les lois extraterritoriales américaines et la façon dont ils verrouillent complètement l'accès à leurs grands centres de connaissances, donc toutes les technologies du cloud computing, des moteurs de recherche, de l'IA, comment ils arrivent à verrouiller complètement ceci. Et ça, c'est un jeu normal en économie, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent l'économie réelle, l'économie en entreprise, le savent très bien. Il y a, bon, ça c'est une interprétation de Ricardo, qui est la bonne, qui n'est pas hémiplégique. Vous avez un autre économiste bien connu qui s'appelle Joseph Schumpeter, alors qui paraît être un grand méchant d'ailleurs dans la pensée libérale, mais qu'on a très mal interprété, qui a très bien vu ça. Alors, Schumpeter, je vais essayer de me mettre du point de vue de nos auditeurs qui connaissent très peu Schumpeter. Moi, c'est mon cas. Schumpeter, c'est la destruction reconstructrice, c'est ça? On met tout à plat et on reconstruit par-dessus? La destruction créatrice, la La destruction destruction créatrice. créatrice, voilà. Donc, il a une terrible mauvaise réputation à cause de ça, en disant oui, c'est un horrible libéral qui dit il faut dévaster les industries finissantes, d'ailleurs sans tenir compte nullement des êtres humains et de tout ce qui peut se avoir derrière finalement et du sort que peuvent avoir les gens qui travaillaient dans ces industries et puis ben, pour pouvoir s'acheminer et bâtir les nouvelles industries. Bon, en fait, Schumpeter a été extrêmement mal compris. Il a voulu anticiper au contraire ces crises. Il a dit c'est pas la peine de s'acharner sur ben, des chevaux qui n'en peuvent plus et donc il faut pouvoir commencer à faire des réorientations vers les industries qui embauchent. Il a voulu le faire justement pour préserver le capital humain, pour préserver le fait que les personnes qui travaillent dans ces industries ne se retrouvent pas complètement laissées sur le bord de la route. Il a dit, parce que ça c'est la face visible de Schumpeter, mais il a dit des choses beaucoup plus intéressantes, et notamment il a très bien vu que la concurrence, la fameuse concurrence pure et parfaite selon la Commission européenne, c'est quelque chose de très paradoxal. Quand vous êtes en régime de libre concurrence, eh bien, quand vous êtes entrepreneur, vous sortez un produit dont vous dites c'est un produit qui va se démarquer par rapport aux autres. Donc, je vais avoir un avantage compétitif sur les autres. Si vous êtes entrepreneur, vous faites forcément ça. Quand vous le mettez sur le marché, eh ben, il se passe quelque chose, c'est qu'il va être copié. Donc, quelque part, vous le mettez sur le marché, vous commencez à en toucher les bénéfices, mais en même temps, vous érodez vos bénéfices et quelque part, vous perdez petit à petit votre avantage compétitif. Et donc, Schumpeter dit, il ne faut pas mettre sur le marché et introduire en concurrence trop tôt un produit qui a une forte valeur ajoutée. Si vous ne le faites jamais, c'est un problème parce que du coup, ben, vous touchez jamais les bénéfices de ce que vous avez. Si vous le faites trop tôt, ben, très très vite, votre avantage va s'évanouir. En fait, ce n'est pas la concurrence qui crée de la valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est un avantage qui est dans le fort intérieur de l'entrepreneur, qui est un concepteur, et qui va essayer de garder son information privilégiée, son secret de fabrication le plus longtemps possible. Donc, Pardonne-moi, par exemple, c'est le premier iPhone en 2007 avec un moment, ça a été le seul smartphone pendant plusieurs années. voilà. C'est ça l'idée.
Petit à petit, Samsung a fini par copier certains de ces principes. En fait, même si vous vous protégez par des brevets, c'est impossible de vous protéger totalement parce qu'on joue sur le fait que c'est ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, de la propriété intellectuelle, par exemple, sur des choses complètement immatérielles, un algorithme, c'est impossible à protéger. Donc, ce que nous dit Schumpeter, c'est qu'effectivement, la concurrence est quelque chose de paradoxal. Pour résoudre le paradoxe, il faut se mettre du point de vue de l'entrepreneur qui dit: «Je veux avant tout me différencier» et quand vous souhaitez vous différencier, vous aboutissez justement à ces 2 grands pôles de l'économie où vous avez les biens de consommation et vous avez vos secrets de fabrication. Donc vous êtes le plus possible libre-échangiste dans vos biens de consommation et le plus possible protectionniste sur les biens et services. Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Je suis directeur de projet, j'étais en train d'organiser un appel d'offres, j'avais 4 sociétés qui m'avaient répondu et il y en a une qui s'était démarquée avec une solution plus astucieuse, plus intelligente. Le directeur des achats m'a dit: «Mais attends, c'est super, on va en profiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer cette idée aux 3 autres et comme ça, on va les obliger à baisser les prix le plus possible». Il dit: «Mais si tu fais ça, c'est une catastrophe parce que tu récompenses pas celui qui a eu la meilleure idée. C'est uniquement une guerre sur les prix». Il m'a dit: «Oui, mais on est dans un milieu concurrentiel quand même, c'est normal de faire ça, c'est l'application de la libre concurrence». Je lui dis: «La libre concurrence, c'est pas ça du tout, c'est de récompenser celui qui a la meilleure idée». Donc on voit que la notion de concurrence est paradoxale. C'est concurrence sur les prix ou la qualité de ce qu'on propose. Mmh. C'est en antinomie. Donc pour faire une économie forte, il faut être protectionniste sur nos savoirs et savoir-faire. Les services, c'est un cas intéressant. Donc si je prends le domaine de l'automobile, par exemple, j'ai un cas auquel j'ai été confronté, devant d'ailleurs des instances de la Commission européenne, où ils disaient: «Mais c'est absolument anormal que vous deviez, pour changer des bougies, forcément aller chez le constructeur». Les constructeurs ont un peu abusé. C'est vrai qu'avec l'électronique qu'on avait dans les véhicules, vous êtes forcé d'aller chez chaque constructeur, chez Volkswagen, chez Peugeot, chez Renault, pour faire, réparer votre voiture, même pour des choses anodines. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'électronique embarquée. C'est vrai que c'était un peu un abus de la part des constructeurs. Donc pour changer les bougies, d'accord, c'est bien que Midas ou le petit garage indépendant sache le faire. Par contre, pour des choses plus lourdes, aller faire une dépose moteur, aller complètement changer votre motorisation ou votre courroie, votre kit de distribution, eh bien là, ça peut être un savoir-faire qui est propre au constructeur. Et si vous l'obligez à révéler l'ensemble de ses secrets et de ses modes opératoires, vous l'empêchez de se différencier, vous l'empêchez de toucher son bénéfice en tant qu'entrepreneur. Donc Schumpeter a dit, l'entrepreneur doit pouvoir bénéficier, s'il appelle ça une quasi-rente, de sa plus-value d'astuce, de sa plus-value finalement d'ingéniosité pendant quelques années, avant que ça ne soit complètement dissous par le marché. Donc là encore, l'avantage d'Apple, c'est, l'exploitation sous, le régime Apple qui sont les seuls à proposer et les gens quand ils veulent, l'iOS Apple, ils sont obligés d'acheter auprès de Apple. Donc eux, ils ont réussi en Absolument. fait dans ton modèle? Alors, ils ont réussi, ils en abusent un petit peu, c'est-à-dire que c'est un équilibre. Il faut éviter que ça tourne à l'abus de position dominante, et on sait que pour les GAFA, c'est le cas. D'un autre côté, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'équivalent des GAFA en Europe? Pourquoi est-ce qu'on a été incapable de développer un système d'exploitation, un moteur de recherche, un réseau social, un site d'e-commerce, alors qu'on a toutes les compétences pour le faire? Pourquoi les Chinois y sont arrivés? Pourquoi les Russes y sont arrivés? Pourquoi beaucoup de pays d'Amérique latine y sont arrivés? Et sans que ce soit justement les produits des GAFAM. Eux, ils ont très très bien compris cette règle de l'économie, être protectionniste sur ses savoirs et ses savoir-faire, et être libre-échangiste sur ses produits. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les souverainistes? Ben justement, ça montre que être souverainiste, c'est beaucoup plus efficace en économie de marché qu'être mondialiste. Les seuls qui se font avoir, c'est l'Europe, via notamment la Commission européenne, parce qu'ils ont un modèle qui est complètement simpliste. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes d'entreprise, ce sont des juristes, ce sont des bureaucrates qui ont des idées toutes faites. Ils ont les idées qui partent des prémices à la limite d'Adam Smith, mais même Adam Smith, de toute façon, était contre une présentation aussi simpliste de sa pensée. D'une concurrence pure et parfaite, où tout le monde échange des biens, dans un monde un petit peu lédifiant, laudateur, où tout le monde sourit, et à la fin, c'est gagnant-gagnant. Bon, l'économie, c'est pas ça, ça reste une guerre et une course féroce pour être le premier en termes d'information et le premier en termes d'avantages compétitifs. C'est ça l'économie réelle.
Et là-dessus, on s'aperçoit que les pays qui ont appliqué une doctrine souverainiste en protégeant les savoirs et les savoir-faire, États-Unis en tête, sont beaucoup plus compétitifs. Donc, mon leitmotiv, c'est de dire arrêtons de faire des complexes en tant que souverainistes vis-à-vis des mondialistes. En économie, nous sommes bien mieux placés. Les bons entrepreneurs, ceux qui sont issus du terrain, ceux qui savent comment ça se passe, sont infiniment meilleurs que les gens de la Commission européenne, qui sont incultes et totalement ignorants en matière économique. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Il y a encore pas longtemps, j'étais avec un ami. On discutait un petit peu des divers problèmes, et notamment à l'occasion de la journée que j'organisais du Rassemblement souverainiste. On discutait des divers problèmes qui animent notre camp et qui font que malheureusement, en l'état actuel des choses, on a énormément de très bons soldats qui ont tous des compétences particulières, mais nous gagnons, c'est tout juste si nous avons gagné une bataille en 2005, mais depuis, on n'a pas gagné grand-chose et gagner la guerre pour nous va être quelque chose de très compliqué. Euh, voilà, j'essaye de rester optimiste, hein, les amis, mais bon, il faut comme se dire les choses. Euh, et, euh, et je lui faisais remarquer que justement, ce qui manquait dans notre camp, c'était, peut-être j'ai exagéré dans l'expression, mais je lui dis, on manque de directeurs commerciaux. On manque de mecs Mmh. qui ont des objectifs, qui connaissent la structure en dessous et qui savent dire, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, à tel horizon de temps, avec tels objectifs à court, moyen, long terme. On fait un point chaque début de semaine pour savoir où vous en êtes. Et ça, ces hommes d'entreprise-là, on ne les a pas du tout dans notre camp. On a un conglomérat d'intellectuels, mais personne pour leur dire, les mecs, va peut-être falloir à un moment faire quelque chose. Et puis on va le faire dans le sens là, pas dans le sens là, dada. Et on n'y est pas du tout. Et c'est pour ça que j'apprécie dialoguer avec toi, c'est parce que justement, le côté homme d'entreprise que tu as, bah, ça me parle. Moi, c'est ma sensibilité également. Et j'ai la conviction que tu mérites d'être beaucoup plus entendu dans notre milieu parce que tu es capable d'apporter ça. Et voilà. Alors, par contre, il y a une chose qui me choque aussi, Marc, et ça, je voulais te le dire, c'est que d'un côté, bon, d'accord, tu as fait ce duo et tu nous as expliqué pourquoi libéralisme et enfin économie de marché et souveraineté pouvaient fonctionner ensemble. Ok, je pense que c'est bien compris pour tout le monde. Parce qu'en fin de compte, ce que tu disais, pour simplifier, c'est que les personnes qui sont d'une pensée souverainiste, eh ben, finalement, réussissent dans l'économie de marché actuelle et que ce sont les mondialistes Qui qui échoue. sont les plus incompatibles et qui échouent. Voilà, hein, CQFD, Bruxelles. L'Union européenne Voilà, nivelle par le bas. Elle voilà. empêche les entrepreneurs finalement de se différencier et de toucher le fruit de leur ingéniosité. Voilà, en synthèse, qu'il fallait en retenir. Par contre, dans ton livre Le Tao de l'économie, tu n'as de cesse de critiquer aussi la réalité du capitalisme actuel, et notamment les horreurs qui sont pratiquées au sein des entreprises. Alors, tu nous dis, faut l'économie de marché, il faut le capitalisme, mais en même temps, tu es extrêmement critique et sévère à son égard. Tu peux m'expliquer aussi cette position? Alors j'aime bien avoir une vision réaliste et effectivement, j'ai fait une présentation parfois qui peut paraître très noire du monde de l'entreprise, mais enfin c'est pareil, je m'adresse à des gens qui sont matures, des gens qui sont engagés. Il y a des tas de gens qui vivent dans le monde du travail, pas forcément d'ailleurs en entreprise, ça peut être dans le service public, dans n'importe quelle organisation. J'ai horreur des gens qui survendent, qui font de la communication sur ces choses-là, hein. La communication un petit peu à la LinkedIn, où tout le monde est souriant, tout le monde est beau et tout le monde est dans un monde magnifique. Ça ressemble un petit peu au réalisme socialiste, hein, ce genre de choses. Les lendemains qui chantent, que ce soit ceux du grand marché mondial ou ceux du socialisme réel, j'ai toujours tendance à m'en méfier. Donc, je fais une description très terre à terre, et si elle est terre à terre et si elle est réaliste, elle est forcément noire. Tout le monde le sait, le monde du travail, ce n'est pas toujours reluisant. Vous avez des collègues, vous avez une concurrence éventuellement entre collègues, vous allez avoir des gens qui vous savonnent la planche. Il y a aussi des très bons côtés, il faut le dire, parfois des aventures humaines extraordinaires, des gens qui, au contraire, vous pousse à vous dépasser, qui vous pousse à faire des choses, des réalisations dont vous êtes très fiers, des équipes de gens qui se font confiance et qui s'estiment. Mais il y a de tout. Et je pars quand même sur le fait qu'il y a plus de noirs que de blancs, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'aspects sombres de l'économie de marché. Donc il y en a trois d'ailleurs, rentrons un petit peu dans le détail, il y a des détails croustillants, ça parlera beaucoup à mon avis aux auditeurs, la stratégie du charognard. Vous avez des tas de gens qui sont engagés, qui sont compétents, qui mènent des projets, et puis vous avez des gens qui sont des petits malins qui se disent, ben, on va attendre que ces équipes très compétentes arrivent aux trois quarts de la réalisation, Et on va et se là on va faire greffer. une bonne campagne de communication pour les descendre, pour bien les flinguer. Éventuellement, on va faire appel à des consultants ou au département qualité ou bien à des gens qui sont dans d'autres secteurs de l'entreprise pour bien les dénigrer, pour dire, vous comprenez, il y a des méthodologies, ils n'ont pas respecté ceci, cela. Quand vous êtes sur le terrain, évidemment, on peut toujours trouver des défauts.
Donc, ils vont faire apparaître le projet qui peut être en très bonne situation comme au bord du gouffre. Ils vont se faire attribuer le projet et ils auront juste à dérouler. Le quart restant, étant donné que le plus dur a été fait, ils s'en seront attribués le mérite. Donc, ça, c'est une tactique, une stratégie qui est très courante, hein, très souvent utilisée. Ça peut mener loin jusqu'à la présidence de la République. Vous avez des tas de gens comme ça qui surfent, hein, dont notre actuel président. Finalement, il n'a jamais rien fait de sa vie, hein. Il a toujours surfé sur le talent et les compétences des autres. Il fait beaucoup de communication, ça il est doué effectivement, et ça lui permet de récupérer au total et de surfer de vague en vague jusqu'à atteindre les positions les plus élevées. C'est comme ça que vous avez parfois, c'est valable pour le public comme pour le privé, en haut des grands groupes, des gens totalement incompétents. Par contre, effectivement, qui sont très très doués dans les manœuvres politiques. Oui, parce que Donc, François, ça s'explique bien. à propos d'Emmanuel Macron, François Asselineau le dit en public comme en off, hein, il dit bien que dans le corps d'inspection des finances, Macron était un type qui était tout à fait transparent. En fait, personne ne faisait attention à lui. Et il est monté comme ça petit à petit, mais à aucun moment il a mené une quelconque mission, fait un quelconque apport de, de compétences, de Exactement. plus-value ou quoi que ce soit. Ouais. Il s'est jamais engagé, il a jamais mené de bout en bout quelque chose. Deuxième gros écueil, donc j'appelle ça les trois parcs de l'économie de marché, c'est ce qu'on appelle le manager client. Donc vous avez des tas de gens, c'est une stratégie aussi qui est très payante, où quelque part, vous êtes toujours le bon élève, vous êtes toujours extrêmement bien vis-à-vis des gens qui sont extérieurs à votre département. Par contre, vous êtes impitoyable avec vos propres équipes. Donc, et vous signalez, vous vous définissez pas tellement comme un meneur d'hommes et comme un meneur d'équipe, mais plus comme le client de vos équipes dont vous attendez tout. Et si ça tourne mal, bon, éventuellement, vous vous défaussez. Voilà, c'est une stratégie qui est aussi bien adoptée par certains et qui peut se révéler tout à fait payante. Troisième, c'est la loi de Parkinson, donc qui est bien connue. Ça, c'est plutôt dans les services publics, dans les sociétés privées, généralement, on y met le haut là. Eh bien, plus vous avez de monde, plus quelque part vous vous sentez important. Et quelque part, vous générez votre propre travail en disant il y a une tâche compliquée, donc je vais encore rajouter du monde. Sauf que quand vous rajoutez du monde, vous rajoutez de la communication interpersonnelle entre tout le monde. Et c'est exponentiel, évidemment. Plus vous rajoutez du monde, plus les communications deux à deux croissent et de manière exponentielle. Ça, c'est un phénomène bien connu. Donc, la loi de Parkinson, ça avait été observé dans l'amirauté britannique, où à la fin, vous aviez des armadas de gens sur des petits problèmes, voire plus de problèmes du tout. Donc, dans les services publics, dans les structures régionales, par exemple, pour lever le petit doigt, dans certains conseils régionaux, vous avez un organigramme avec énormément de personnes. Et Et ça, effectivement, c'est… est-ce que ça a à voir avec les bullshit jobs dont parle David Graeber ou c'est un problème tout à fait différent? Non, c'est tout à fait lié, effectivement. C'est-à-dire que quelque part, on crée effectivement des jobs qui ne servent à rien. On entretient le côté très très iconoclaste de David Graeber là-dedans, c'est qu'il y a inclus les managers. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les rôles de management et de coordination, vous vous posez toujours la question sur les étages qui sont entre la direction générale et les équipes de terrain, à quoi ils servent. Vous pouvez avoir beaucoup de politique là-dedans. Donc oui, c'est extrêmement lié aux travaux de David Graeber que j'aime beaucoup. Voilà, donc description réaliste du monde de l'entreprise, description réaliste de ce que ça donne. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que vous pouvez défendre justement l'économie de marché dans ces conditions? Voilà. Eh bien, le paradoxe, c'est que oui, il y a ça, et c'est ça dans 90% des cas, c'est-à-dire que les bons côtés, c'est seulement 10%. Sauf que si vous prétendez être pur, si vous prétendez vous affranchir de tout ça en disant ça c'est dégoûtant, tous ces jeux d'acteurs, cette politique, ces gens qui se font des crocs en jambes, nous on va bâtir un système pur, vous aboutissez à des systèmes socialistes. Et là, ça échoue dans 100% des cas. C'est-à-dire que si vous regardez historiquement, les jeux d'acteurs et les jeux politiques et de savonnage de planches dans les sociétés socialistes ont été finalement beaucoup plus cruels et bien pire encore que dans les sociétés capitalistes. Donc la question, c'est qu'en fait, tous ces jeux d'acteurs, ils ne sont pas propres à l'économie de marché, ils sont propres à la nature humaine. Donc j'ai une vision effectivement là-dessus, inspirée de Machiavel, très très réaliste des choses. L'économie de marché n'est pas forcément celle qui va exacerber ses mauvais côtés, elle va les mettre sur la table de manière plus franche. À la limite, ça a le mérite d'être clair et ça évite l'hypocrisie. Donc c'est une de ses vertus. Mais Marc, Euh, hum, tu nous dis ça à une époque où la moitié de la population, enfin
je vais dire la moitié de la population, c'est exagéré de ma part, mais où la France est le plus grand consommateur européen ou mondial, je crois, d'antidépresseurs. Tu as Mmh. je ne sais combien de personnes, de cadres d'entreprise ou non cadres d'ailleurs, qui font au moins un burn-out dans leur carrière. Et tu me dis, finalement, au moins, ça a le mérite d'être franc, c'est sur la table. Tu crois pas que dans un monde idéal, ça a le mérite d'être franc, mais j'ai la sensation que cette réalité, elle existe, mais que la franchise, elle n'existe pas du tout. C'est qu'on enrobe ça, une espèce de petit caramel où on te dit non, mais attends, Mmh. le monde de l'entreprise, c'est extraordinaire, etc. On est dans la bienveillance vis-à-vis des collaborateurs, on te fera pas de coup par derrière, t'en fais pas, tu montes uniquement au mérite et aux compétences, ça se décide pas du tout dans des raisons informelles. Non, 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 non. La réalité, c'est pas celle-là. Bien sûr, et personne n'est dupe du petit caramel. Personne n'est dupe de l'enrobage LinkedIn, et cetera. Donc il y a effectivement, c'est pour ça que le sous-titre de mon ouvrage, c'est du bon usage de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est un petit peu comme un appareil très sophistiqué. Donc il a des modes de fonctionnement et puis, il marche bien finalement et de manière, humainement viable, que sous des conditions assez restrictives. Donc ces 3 parcs, faut en être conscient et je me plonge, avec délectation dans tous ces jeux d'acteurs, toutes les perversions de l'entreprise là-dedans, pour dire: «Soyez réalistes d'abord, après vous retrouverez de l'éthique». C'est-à-dire, de toute façon, les gens vont jouer pour, se hausser du col. La grande notion qui vient, retrouver une éthique là-dedans, c'est tu l'as cité, c'est le mérite. C'est-à-dire que la question n'est pas là-dedans de ne pas y toucher et de ne pas essayer finalement de pousser ses pions et de pousser son avantage, tout le monde le fait. La question, c'est de savoir si on le mérite ou pas. Ce qui vient réguler et qui rend humainement la chose, viable, c'est de savoir si, quelqu'un s'est véritablement engagé, a fait les efforts de bout en bout, contrairement à ce que fait Macron, quand il était à l'inspection des finances, pour faire aboutir son projet. Et donc, je donne un certain nombre de recettes, hein, dans mon livre, se fier plutôt à des petites équipes qu'à des grands appareils, faire très, très attention effectivement au management intermédiaire, détecter ceux qui jouent les rôles de manager client. Donc détecter toutes ces stratégies sombres de façon à ce que ce soit plutôt les gens qui le méritent, qui soient au poste de décision et qui soient récompensés. Il y a eu d'autres temps, d'autres mœurs, où c'était davantage le cas dans la société française. Aujourd'hui, il y a un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle La médiocratie. On est effectivement dans le cas le plus noir, donc dans vraiment un sous-équilibre là-dedans, où 99% des décisionnaires sont souvent des gens qui ne le méritent pas et qui sont parvenus à ces postes de décision par le type de stratégie sombre que je décris. Je donne pas mal de détails dedans. Donc, l'idée, c'est d'arriver à se placer sur la frange où on peut trouver effectivement les bons aspects de l'esprit d'entreprise et où ça récompense l'engagement, l'initiative, l'humilité par rapport au réel et où ce sont des gens qui véritablement le méritent, qui finissent par avoir les leviers. À propos de la progression au mérite, ça va être d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'avec le télétravail, je dis peut-être une grosse bêtise, mais en termes d'intuition, je me dis finalement une promotion, tu obtiens ça le lundi matin lorsque tu es en bon terme avec tes managers, avec les décideurs, à la machine à café ou alors en allant déjeuner avec eux le vendredi midi. Mais tu obtiens pas ça lorsque tu fais du télétravail depuis chez toi, que tu ne croises plus personne, tu n'as plus du tout de relations sociales au sein de ton entreprise, quand bien même tu serais le plus méritant de tous les mecs de terrain. Tu es isolé chez toi à 30 kilomètres des bureaux et ça sera toujours le gars qui aura la possibilité de se rendre dans les bureaux qui gagnera le poste. Ça ne sera pas toi à 30 kilomètres. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Est-ce que tu penses que la diffusion du télétravail va chambouler la règle? Ou est-ce que tu crois que finalement on va revenir au bon sens et dire bah, puisqu'ils sont tous en télétravail, justement, on va regarder le plus productif, le plus méritant, parce que de toute façon, il n'y a plus de relations sociales, donc on va uniquement récompenser au mérite. Alors, j'étais pas d'accord sur la première partie de ce que tu disais parce que Dieu merci, alors sauf, effectivement dans certaines entreprises, c'est pas uniquement à la machine à café, c'est quand même sur tes résultats. Mmh. Donc, il faut en revenir à un jugement sur les résultats concrets que tu as faits. J'indique aussi dans mon livre comment est-ce qu'on revient à une certaine objectivité par rapport à des gens qui sont des professionnels de la communication dans les réunions de décision. Je donne un exemple, hein, mais une entreprise qui est Only, c'est Amazon et pourtant elle doit son succès à un certain nombre de pratiques
qui sont pas connus, hein, mais Jeff Bezos, par exemple, a interdit l'utilisation de PowerPoint dans son comité de direction parce qu'il dit ça favorise les beaux-parleurs, les mecs qui font des numéros de claquettes. Il dit il faut que quand vous présentez un dossier, ce soit un document Word d'un minimum de 2 pages et il oblige à ce que ce soit lu par chacun des membres du comité de direction. Ça paraît bête, mais pour ceux qui ont pratiqué ça, y compris au plus haut niveau, vous avez des tas de gens qui arrivent, qui ne connaissent pas le dossier, qui n'ont rien lu et qui commencent à broder dessus et à faire de la com par-dessus. Et ce sont eux qui finissent par avoir gain de cause. Donc ça, quelqu'un comme Bezos, qui est quelqu'un qui est très terre à terre, il l'a repéré tout de suite. Donc vous avez des tas de recettes. La meilleure, c'est tout de même de conserver surtout des petites équipes, d'avoir des plateaux projets qui ne soient pas pharaoniques. Et à partir de là, vous pouvez récompenser le mérite. Télétravail ou pas télétravail, le télétravail, effectivement, ça peut être un danger, d'autant qu'il y a des gens qui sont très très mal pourvus ou armés pour pouvoir l'affronter. On peut arriver à avoir un réseau relationnel important et entretenir un réseau relationnel important par le télétravail. Je pense en revanche qu'il est impossible de travailler correctement à 100% de télétravail. Donc forcément, il y aura un panachage entre les deux, je le souhaite. Et peut-être qu'il faut que les mœurs évoluent et qu'on admette effectivement qu'il y ait 50% de télétravail pour tout le monde. Ça, c'est peut-être un des points positifs de cette crise, c'est que ça nous a appris qu'on perd beaucoup de temps aussi en réunion, en présentiel. Je pense qu'il y a un équilibre qui est à trouver entre les deux. Ok. Petite question également sur le titre de ton livre, le Tao de l'économie. Ça veut dire quoi le Tao de l'économie? Alors pourquoi être allé chercher effectivement quelque chose qui ressort de la philosophie chinoise, hein, de Lao Tse? En fait, dans le taoïsme ou le yin et le yang, hein, pour ceux aussi qui connaissent, il y a deux idées. Première, c'est que vous essayez de faire quelque chose, et quand vous essayez de faire quelque chose, vous obtenez le contraire de ce que vous voulez. Ça, c'est un grand principe taoïste. C'est ce qui fait que l'économie n'est pas assimilable aux sciences physiques. Ça ressemble plus à la biologie, hein, ou en biologie. Vous essayez de faire un traitement et puis vous avez exactement l'inverse qui se produit. En économie, c'est pareil. Des gens qui ont fait du cost-killing complètement idiot en essayant de raboter les coûts, ça a pu leur coûter très cher. Ou qui ont essayé d'accélérer un processus, ils ont pu y perdre énormément de temps. On a des tas d'exemples en ce moment. C'est qu'on a voulu optimiser les coûts du système de santé et c'est en train de nous coûter extrêmement cher. Pourquoi? Parce que ça a été fait de manière stupide. Donc, c'est pas forcément stupide de faire un acte de gestionnaire. Encore faut-il le faire en connaissant son métier, en connaissant les hommes, en connaissant le terrain, en connaissant les processus. Et donc, ça implique toujours de s'engager sur le terrain. Toujours cette idée de la méritocratie. Donc, première idée, c'est attention au simplisme. Et je donne des exemples en début du livre. Sur toutes les mesures de cost-killing, il faut qu'elles soient menées, ou plutôt de gestion, que ce ne soit pas du cost-killing, justement, que ce soit mené en lien avec les opérationnels de terrain. Et surtout, l'erreur classique, c'est de couper les ressources des opérationnels, alors que tous les bureaucrates qui les encadrent, eux, croissent de façon pléthorique. C'est exactement ce qui s'est passé sur les systèmes de santé. Donc une bonne gestion, ce n'est pas d'aller emmerder les infirmières, les policiers, les professeurs, on en manque, c'est de ne surtout pas toucher à ces populations-là. Par contre, dans le back-office, dans l'ensemble des gens qui sont censément supposés les gérer, c'est là que vous trouvez du népotisme, des gens qui sont arrivés par copinage, et c'est là qu'il y a du ménage qui est à faire. Donc, Tao de l'économie, c'est effectivement attention, si vous menez une action de réduction des coûts, vous pouvez obtenir exactement l'inverse. Menez-la intelligemment et menez-la en connaissant le terrain et les hommes. Deuxième idée dans le Tao, c'est la complémentarité, le yin et le yang. Souverainisme, libéralisme. Donc j'ai écrit un article dans le Figaro Vox dont le titre est « Le souverainisme et le libéralisme sont indispensables l'un à l'autre ». On le mettra en description, hein, nos auditeurs pourront l'avoir en description de la vidéo. Très bien, ça résume de toute façon l'ensemble de ce que je dis, de ce que je défends. Le souverainisme, si on reprend l'analogie du yin et yang, c'est un petit peu un principe masculin. C'est un principe où on s'affirme, c'est un principe où on va traiter les choses directement, on va faire appel à la volonté, à la résistance. C'est Léonidas au terme pile, hein. C'est les Spartiates. Le libéralisme est plutôt un principe féminin, c'est-à-dire qu'on agit de façon indirecte, on fait attention aux effets indirects et croisés de ce qui va se passer. On va plutôt essayer d'agir par ruse que par force. Bon, c'est pas péjoratif ce que je dis vis-à-vis du sexe féminin, Tu puisque vas quelque m'attirer part, des problèmes, Marc.
Non, non, parce que je dis aussi que l'intelligence est de leur côté. C'est-à-dire que Ah, plutôt que de se battre de manière uniquement brutale, on peut aussi se battre de façon intelligente. Il y a un autre livre que j'ai terminé récemment qui s'appelle La ruse et la force, et on s'aperçoit que dans l'art militaire, il faut absolument les deux. Donc là, c'est plus Léonidas au Thermopyles, c'est plus les Spartiates, c'est Thémistocle, c'est Athènes, qui lui a vaincu les barbares justement par la ruse. Donc il les a attirés, là on était beaucoup plus dans le milieu marin, c'est la bataille de Salamine. Il les a attirés dans des courants où ils se sont retrouvés empêtrés. Il a fini effectivement par les achever, même s'ils étaient 10 fois plus nombreux. Et je ne veux pas que le souverainisme se prive justement de cet outil-là. Je veux que le souverainisme gagne. Donc, quand j'entends des gens qui disent bon ben c'est très simple, on va fermer les frontières, on va faire fonctionner la planche à billets, on va dévaluer à fond, et vous allez voir tout va repartir. Tout le monde sait qu'évidemment ça va être un petit peu court et que ça va poser quelques problèmes. Pas de complexe à avoir, puisqu'encore une fois, il n'y a même pas de compromis à faire avec l'économie de marché. On est compétitif en économie de marché quand on cultive ces différences, quand on cultive des choses qui sont empruntées à notre génie national et quand on protège nos savoirs et nos savoir-faire jalousement et qu'on montre qu'on est meilleur que les autres dessus. Donc, mais effectivement, il faut tenir compte du fait que l'économie a un certain nombre de règles. On peut tout à fait les concilier avec le souverainisme et l'ensemble des deux, c'est ce qui nous permet de triompher. Donc c'est cette complémentarité du souverainisme et du libéralisme. Non pas des ennemis irréductibles, mais des contraires complémentaires. ton discours me fait penser partiellement, et j'espère qu'il ne me corrigera pas ensuite, à notre ami Stanislas Berton. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Stanislas Berton. Oui, pas en profondeur, mais effectivement, oui. Bon, je t'invite à lire son dernier livre, L'homme et la cité, qui est vraiment excellent. J'invite nos auditeurs à le lire. Et je fais de la pub pour la librairie des Deux Cités en même temps à Nancy. Vous pourrez le trouver là-bas. Commandez-le sur leur site internet. Vous pourrez venir le récupérer à la librairie. En fait, Stanislas comment dire, utilise un concept de Nassim Nicolas Taleb, pardon, du skin in the game. Et il dit justement dans son livre que les gens manquent de skin in the game. Nos décideurs n'ont pas leur peau dans le jeu. Et donc, en fait, ne risquent rien, quelle que soit la décision qu'ils prennent. Et que c'est pour ça, in fine, en étendant ton raisonnement, que c'est l'infirmière, c'est l'aide-soignant, c'est le petit personnel qui morfle, parce qu'ils sont vraiment au courant des risques quotidiens, et c'est eux qui prennent les coups, Ou le plutôt docteur que sur le terrain, hein, c'est ou pas le docteur. forcément Oui, oui. uniquement. Voilà, c'est les gens qui sont sur le Je veux dire, terrain, quel oui, que soit voilà, leur ouais. niveau hiérarchique. Voilà. Absolument, absolument. Et c'est pas le type qui est en back-office et qui fait du népotisme en back-office. Lui, il risque jamais sa peau. Et ça, c'est voilà, bon, ça rattrape un petit peu ce que tu disais. Pour le reste, Totalement. et pour le reste, concernant effectivement la pensée ultra simpliste du souverainisme et le manque de moyens qu'on se donne pour réussir, bah, tu en as parlé, hein, la souveraineté numérique, notamment souveraineté technologique, c'est un problème qu'on aborde que très rarement. Et oui, ça va pas toujours, ça fonctionnera pas forcément en fermant les frontières et en faisant la planche à billets. Est-ce que tu as quelques conseils à donner comme ça, et ce sera ma dernière question, quelques conseils, peut-être deux, trois points à donner à nos décideurs politiques dans le camp souverainiste pour améliorer, pas forcément la pensée souverainiste, mais plutôt pour améliorer nos résultats, être plus efficaces et justement former des hommes de terrain et à terme réussir politiquement. Avant la formation d'hommes de terrain, Europea Unio delenda est. Il faut définitivement sortir de l'Union européenne d'une manière ou d'une autre. Comme je l'explique justement, elle est sur un modèle économique, elle est la seule à suivre de soi-disant concurrence pure et parfaite, qui est destructeur de valeur, qui aplanit tout par le bas. Donc tant que ceci existera, l'entrepreneur ne pourra jamais s'en sortir. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent effectivement créer de la valeur en France, ils sont pris entre deux mâchoires. Celle de l'Union européenne et de la Commission européenne qui les empêche d'agir et qui va finir par toujours les mettre uniquement en concurrence de prix. Et bon, là, c'est un côté qui est évidemment plus libéral chez moi. On a tout de même une technostructure en France qui est redoutable, donc qui multiplie les règlements, qui entretient une armada de gens qui, effectivement, on se demande exactement à quoi ils servent. Par contre, on sait exactement pourquoi ils sont là, parce que généralement, c'est les copains du copain du copain. Quand vous allez dans certains conseils régionaux, dans certains ministères, les gens vous disent qu'ils sont débordés. Et ils sont sincères quand ils le disent. Parce qu'effectivement, pour lever le petit doigt, il y a 60 organismes qu'il faut soulever. Et quand vous voyez l'organigramme, vous dites que ça ne peut pas fonctionner, parce que c'est une armée mexicaine. Donc il faut absolument réformer ceci. Donc là-dessus, j'ai quelques propositions pratiques. Déjà, par exemple, que
dans les objectifs de n'importe quel responsable de département à Bercy ou dans d'autres ministères, un de tes objectifs, ça va être de réduire de moitié le nombre de règlements. Et même encore mieux, tous les règlements que tu vas faire subir finalement à tous tes administrés, qu'ils soient entrepreneurs indépendants ou pas, hein, parce que le simple citoyen croule aussi sous ce genre de choses. Tu vas simplement pas les exiger, tu vas les faire avec lui. C'est-à-dire que quand un département va exiger 36 RFA, eh bien, ce sera de sa tâche aussi d'aller les remplir en même temps que la pauvre personne qui doit le faire. Comme par magie, vous allez voir très très vite le nombre de réglementations diminuer. C'est un principe qui s'appelle le pollueur-payeur. Celui qui pollue, on assume les conséquences. On revient sur l'idée que tu disais, c'est qu'effectivement, tant qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a mis en place, tant qu'on n'en a jamais le retour et qu'on ne le subit pas soi-même sur le terrain, eh ben, ça peut donner absolument n'importe quoi. C'est pour ça que Et Rome, sous l'Empire romain, on faisait dormir les architectes sous les ponts qu'ils venaient de construire. L'architecte dormait pendant une semaine avec sa famille sous le pont qu'il venait de exactement. construire. Voilà. Très très bonne analogie. Dernier point, donc favoriser plutôt les petites équipes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on défend beaucoup au parti 4 piliers, c'est la subsidiarité. On est extrêmement centralisé, on est encore très taylorisé, on a des très grosses structures. Il y a un exemple, on en a fait un article aussi avec Sébastien Lay, qui est le fondateur de 4 piliers. L'équipe du professeur Raoult, c'est l'exemple typique de petite équipe, très performante, avec des gens qui s'estiment, qui communiquent beaucoup entre eux, sur lesquels, bon, il est tout de suite question beaucoup plus de mérite que de jeu politique, parce que sur des petites équipes, on ne peut pas trop se permettre le luxe d'avoir des problèmes, qui est très agile. Évidemment, une grosse machinerie comme l'INSERM va forcément en prendre ombrage, parce que quelque part, ça met toujours un petit peu en relief, en défaut, les maladresses, l'incompétence, le népotisme des très grosses structures. Donc, small is beautiful, effectivement, plus que jamais, comme disent nos amis anglo-saxons. Et il faut plutôt compter là-dessus, que ce soit dans des organisations publiques ou dans des organisations privées. Une toute dernière chose à propos du parti des 4 piliers, et ensuite on terminera cet entretien. Comment on peut se renseigner sur le parti des 4 piliers? On a accès à leur site internet? Il y a des Donc là, publications? Où est-ce qu'on peut aller? il y a un site internet, il y a une page 4 piliers sur Facebook. Ses fondateurs donc, sont identifiés. Vous pouvez aussi directement discuter avec Sébastien Lay et Loïc Roussel. Sébastien est donc le président et Loïc le vice-président. Ils sont très actifs sur Facebook. Ils sont tout à fait de bonne volonté. N'hésitez pas surtout à échanger. Bon, moi-même, je suis un compagnon de route fidèle de 4 piliers, donc je pourrais défendre ce parti. C'est un parti, hein, ce n'est pas qu'une association, donc on compte présenter des candidats, on compte se présenter au régional en étant extrêmement vigilant sur tout ce que tu signalais en début d'émission, parce que c'est bien parti pour avoir des reports non démocratiques et éventuellement des pratiques très très non démocratiques pendant le scrutin. Ouais. Bon, Marc, on termine là-dessus. Je te remercie d'avoir accepté notre entretien et bah, écoute, voilà, j'invite tous nos auditeurs à se renseigner sur tes travaux, à lire tes livres, à découvrir le Parti des 4 piliers et à venir te lire sur Causeur, sur Le Figaro, etc. Pour les auditeurs à qui ça a plu, moi, je vous engage à vous engager, à vous vous engager dans la cause souverainiste, allons-y, comme ça c'est placé, mais à vous abonner également sur YouTube, à nous faire preuve de soutien sur Tipeee si vous le souhaitez, et puis à partager cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. On va avoir 2 entretiens supplémentaires en théorie semaine prochaine avec Stéphane Edouard à propos des modifications dans les relations hommes-femmes et des modifications interpersonnelles de façon plus générale à cause de la crise du coronavirus et puis et des nouvelles pratiques sociales. Et puis avec Stanislas Berton à propos de l'écart qui se creuse entre les élites et le peuple, et puis voilà, les conséquences de cet écart. Je pense que les élections américaines que nous allons suivre avec beaucoup d'attention vont nous permettre aussi d'étayer nos analyses. Voilà. Marc, un dernier mot peut-être, ou c'est bon de ton côté? Juste merci à toi Maxime et à tous les souverainistes, et effectivement souhaitons que le souverainisme gagne, donnons-nous les moyens de sa victoire. Allez, on conclut sur ces bons mots. À bientôt. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.